Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Face Foot. Comme tous les lundis, 21h20, c'est un peu trop juste. Juste après Samuel Agoul, comme les débats s'enflamment, même dans l'émission de notre ami Samuel, eh bien, on revient juste après. On me reproche très souvent sur ce plateau de faire des intros interminables. Je vais la faire vite ce soir. Alors, applaudissements général. Allez. Voilà, merci. Alors, j'ai commencé par ma droite. L'inénarrable, celui que j'ai du mal à décrire tous les lundis, c'est notre champion Nassar Bouich qui est avec nous tous les lundis. Salut Nassar. Bonsoir Riyad, très heureux d'être avec vous chaque lundi. Juste à côté de vous, je suis obligé de faire vite aujourd'hui, j'ai un record à battre. C'est à côté de vous. Salut Sid. Salut Riyad. Merci d'être avec nous ce soir. Et puis du côté de la rédaction, c'est là où on critique, on lâche personne. D'ailleurs, ils ont lynché Gourcuff. C'est vous dire que bientôt, c'est moi qui vais jeter l'éponge. Rafik Habib du journal Compétition est avec nous ce soir. Salut Rafik. Salut, bonsoir. Jamal Rachdi également est avec nous. Jamal Rachdi que je ne peux décrire puisqu'il se décrit très bien lui-même. Salut Jamal, merci d'être avec nous. Bonsoir tout le monde. Face Foot ne serait pas Face Foot sans Jamal Rachdi. Merci beaucoup. Merci. À côté de vous, il n'est pas essoufflé, il n'est pas fatigué, il n'a pas dormi dans l'avion, il a très peu dormi, il a pris une douche froide, il revient de Lubumbashi. C'est Amine Tirman. Salut Amine. Un plaisir de retrouver toute l'équipe. Bonsoir. C'est vrai qu'elle a pris une douche froide. Il a pris une douche froide. Il a pris deux douches froides. Une à Lubumbashi et une juste avant de venir. Messieurs, on va commencer comme chaque semaine par ce qui a marqué la semaine. Vous allez le voir, c'est la Newsweek tout de suite, présentée par Khadija Khaddaoui. Le miracle n'a pas eu lieu hier à Lubumbashi. Un trop puissant Mazembe a fait redescendre l'USMA de son beau nuage africain et la prive de sa première étoile continentale. Dimanche après-midi, dans un stade de Lubumbashi chaud bouillant, le TP, moins flamboyant que le match aller, a réussi pourtant à décrocher son 5e sacre continental après avoir géré son avance acquise à Bolourine. L'expérience, le physique de ses individualités ont fait la différence face à un Etihad plus combatif qu'à l'aller, mais tellement amoindri dans son effectif. Le coach Miloud Hamdi, qui avait opté pour un 11 offensif avec la titularisation de Aoudia et Andrea, avait tout misé sur ce duo pour marquer rapidement, pour faire douter les Congolais. Et cela n'a pas suffi. L'équipe était trop timide en attaque avec un Aoudia inexistant en première période, laissant planer le fantôme d'Ambelaili qui a depuis longtemps pris la poudre des scampettes. En seconde période, c'est Nadi qui rate la vraie occasion des Rouges et Noirs. Les dieux du stade étaient ce jour-là congolais. Il faut reconnaître que plusieurs conditions ont joué en défaveur de l'USMA, privé de plusieurs joueurs à l'image de Nasreddin Khwaled, Houssine Al-Arfi et Rabi' Meftah, suspendus, ainsi qu'Oussama Darfellou, Mohamed Seguer, Shakib Mazari et Mohamed Lamine Zemamouche, blessés. En tout cas, les deux matchs qu'a disputés les Rouges et Noirs ont montré plusieurs lacunes qui ont permis à leur adversaire d'enregistrer 2 victoires de suite. Les gars de Soustara ont payé cher la succession des matchs et la fatigue, chose qui a eu un impact négatif sur des joueurs manquant d'expérience, de chance et de fraîcheur physique. Une chose est sûre, le rêve est permis et les usmistes n'ont jamais été aussi proches d'être champions. Rendez-vous l'année prochaine et place au championnat. Le sélectionneur national Christian Gourcuff a dévoilé cette semaine la liste des 25 joueurs retenus pour le stage des Verts en prévision de la double confrontation face à la Tanzanie le 14 et le 17 novembre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Gourcuff, dont l'avenir avec l'équipe nationale est lié au résultat des 2 rencontres, a joué cette fois-ci la carte de l'expérience en faisant appel à 3 anciens de l'équipe nationale, le gardien Raïsem Bolhi, de retour à la compétition sous les couleurs du club turc Antalyaspor, le latéral gauche Jabal Masbah non convoqué depuis le stage du Qatar, ainsi que le milieu de terrain Adlen Guedioura, écarté avant la CAN 2015.
Le sérieux problème au niveau de l'axe central de la défense a poussé le Breton à convoquer pour la première fois le jeune Rami Bensebaini, cette fois titulaire avec son club Montpellier cette saison, et qui prend donc la place de Jean-Mehdi Tahrat, sélectionné pour la première fois lors du stage précédent. Rachid Rezel a fait aussi son comeback chez les Fennecs. Le patron de l'EN veut donner une nouvelle chance au jeune Rezel, qui remplace donc Soudani, blessé. Le regroupement au Centre technique national de Sidi Moussa a commencé ce dimanche et les choses sérieuses commencent avec. Le Breton mise tout sur tapis vert puisque la double confrontation face à la Tanzanie dessinera son futur avec les Verts. Voilà donc pour cette liste de 25, on va débattre dans quelques instants. On va revenir sur cette finale entre le tout-puissant Mazembe et l'USMA d'Alger. Une finale, une double confrontation, j'allais dire, messieurs, où l'USMA a encaissé 4 buts en 2 rencontres. C'est ça, hein, parce que le football, c'est aussi de la comptabilité, encaisser un but. Mais 2 physionomies complètement différentes entre le match aller à Bollorine et le match retour à Lubumbashi. Première question, elle est pour celui qui a vécu ce match. Il est rentré ce matin, il était 7h, 8h du matin. Comment s'est passé ce voyage? Comment on a préparé cette finale retour quand on encaisse 2 buts? On a 2 buts à rattraper. Quelle était l'ambiance, la philosophie et comment on a vécu ce match en dehors de ce qu'on a vu sur l'écran? Ouais, bien évidemment, déjà que l'USMA s'est déplacé en étant dominé déjà de 2 buts. Il fallait remonter au score. Et du coup, il y avait une énorme concentration chez les joueurs. Je ne sais pas, jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore trouvé la réponse si c'était de la peur ou plutôt de la concentration. Moi, je pense que c'était plus de la concentration parce que, d'ailleurs, on l'a vu pendant le match, il y avait pas, les joueurs, ils étaient plus concentrés qu'au match aller où ils étaient beaucoup plus crispés. Après, il y a eu aussi des circonstances qui ont fait que les joueurs n'avaient pas vraiment confiance. Ils étaient plus logiques. Quand je discutais avec quelques joueurs, ils disaient on y croit, mais vu les blessures et tout ce qui s'ensuit, ça va être très très difficile, en sachant que l'USMA, il y avait 8 joueurs titulaires et non des moindres qui étaient absents pour ce match, en commençant par Zamamouche. Et ça, c'était l'info qui a en quelque sorte... Zema, c'était la dernière info, c'était le coup dur. Exactement. C'était déjà la veille du départ. Hein. Il était incertain, même s'il discutait avec Ben Haha, l'entraîneur des gardiens, qui a eu le courage et la responsabilité de mettre Zamamouche sur le banc. Parce qu'il faut expliquer que ce qui est bien à l'USMA, c'est que chaque staff... Pendant que vous parlez, on va voir des images d'avant ce match. Exactement. Donc ce qui est bien, c'est que chaque staff prend ses responsabilités. Mais n'a pas fait de grosses erreurs dans ce match. Alors je ne sais pas s'il a fait des exploits ou s'il y a eu une meilleure défense qu'au match aller. Il y a eu plutôt un meilleur milieu de terrain. Déjà, il y a eu un bon match de Koudri et Ben Khamassa qui ont fait leur rôle. Après, la défense, elle était plus compatible qu'au match aller. Abdelawi, avec son inexpérience, il a fait un bon match, même si le penalty, il était un peu dedans. Mais même si déjà le penalty, il était un peu discutable. En tout cas, la défense, elle était meilleure que certains ont dit non, moi je le trouve très discutable. Chacun son éveil après. Moi, je trouve que. Moi, je ne l'ai pas bien vu parce que j'étais au stade, je n'ai pas vu sur l'écran, mais bon. Alors, dans un écran HD, gros plan, quand on voit des crampons taper un ballon de plein fouet, quand il y a intention de jouer le ballon. Non, mais il joue le ballon. Il joue le ballon, donc ça reste à l'appréciation de l'arbitre, Jamel. Donc, on peut ne pas le siffler. Je pense qu'il pouvait ne pas le siffler. Et si ça aurait été pour l'USMA, peut-être qu'il ne l'aurait pas sifflé aussi. Hein. Non, mais pour moi, il ne doit pas être sifflé du tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il y a la jambe, il y a le contact. Mais généralement, les arbitres sur la loi qui dit qu'à un moment donné, le ballon, il change de trajectoire. Déjà, ça prouve que le joueur a touché le ballon. Ensuite, quand on touche le ballon en premier et que le joueur adverse n'a pas possession du ballon par la suite et n'a pas action de jeu, il chute sur l'action qui suit, il n'y a pas pénalty. Nassar, il y a pénalty ou pas? Non, c'était un peu sévère. C'était pas ce qu'il fallait faire pour l'arbitre. Il a sifflé. C'est vrai qu'en changeant la trajectoire, il déséquilibre un petit peu la défense. Il tombe, lui, le premier, avant que le tacle du défenseur de l'USMA. Et ça, c'était un peu sévère. Moi, si je reviens au match, même l'USMA n'a pas réagi. On ne voyait pas des joueurs qui en voulaient pour revenir au score, parce qu'on a joué à la relax, comme on dit. Hein, parce que si on regarde le match et on ne sait pas quel a été le match aller, on peut dire que l'USMA avait gagné à Bollorine. Hein. Dans le titre, on dit trop puissant Mazembe, mais c'est un titre qu'on a voulu un petit peu trop ronflant, trop gonflant pour le trop puissant, qui n'était pas du tout puissant au match retour.
Mais je trouve que tactiquement, c'est assez intelligent de la part de Carteron, et pas Calderon, comme certains l'appellent, qui lui avait 2 buts d'avance et qui était tout à fait logiquement attentiste au match retour, puisqu'il était qualifié en début de rencontre. Non, tout à fait. C'est-à-dire qu'il a joué intelligemment, il a géré le match. En fait, il a fait exactement le contraire de l'USMA au match aller. Il n'a pas voulu prendre de risques. Il sait qu'il a de l'avance. Il sait qu'en face, il y a beaucoup d'absents, que c'est une équipe avec des joueurs qui n'ont pas tout à fait l'expérience de ces finales. Donc, il savait très bien qu'il pouvait tuer le match à tout moment et qu'il avait 90 minutes pour le faire. Il n'avait pas besoin de prendre le jeu à son... En plus, ils ne les ont pas embêtés. Voilà. Donc, ils n'ont fait que gérer. Bon, maintenant, pour l'USMA, je ne sais pas. Peut-être ils m'ont paru quand même un peu plus disciplinés qu'au match aller. Avant les 2 buts, je pense que c'est les 75 premières minutes, ils étaient quand même étaient bons, bien en place. Ils étaient bien en place. Maintenant, mais on leur a laissé faire le jeu. Oui, un petit peu. C'est-à-dire c'était vicieux de la part de l'équipe adverse. Mais maintenant, pour marquer des buts, il fallait autre chose. En fait, l'USMA n'a pas marqué parce qu'elle n'a pas les moyens de le faire. Ouais. C'est-à-dire qu'elle n'a pas les joueurs, elle n'a pas les joueurs qu'il faut pour pouvoir s'imposer dans un tel match. Je parle sur les 2 matchs, hein, bien sûr. Parce qu'après, moi je dirais qu'après le Bolloré, les carottes étaient cuites déjà. Mais c'est une grande leçon pour l'USMA, pour s'imposer face aux tout puissants. Une grande ou une bonne leçon? Pardon? Oui, c'est une... Bonne dans le bon sens. Hein, bien sûr, leçon. Parce qu'il ne faut pas se leurrer aussi. Hein. Personne n'attendait l'USMA à ce stade de la compétition. Il faut pas il y a quelques mois, l'USMA luttait pour ne pas descendre en deuxième division. L'USMA jouait un barrage. Voilà, donc c'était carrément un barrage. Donc je ne vois pas les gens qui aujourd'hui crient sur tous les toits qu'on a perdu un titre. Non, l'USMA, au contraire, elle a gagné quelque chose. Elle a gagné de l'expérience, elle a gagné beaucoup de choses dans cette aventure. Elle est arrivée en finale, c'est tout à son honneur. Contre un adversaire très coriace, c'est une équipe qui a beaucoup de moyens. Un TP meilleur que celui de la saison dernière. Oui, bien sûr. Enfin, meilleur, c'est... Peut-être que l'année dernière, ils ont manqué un peu de concentration, ils étaient un peu confiants, donc... C'est une équipe qui aurait pu gagner aussi la saison dernière. Hein. Il n'y a pas eu un grand chamboulement dans l'effectif. Elle s'est fait surprendre. Elle est tombée. Donc pour résumer l'affaire, que je donne la parole à Jamel, entre une équipe qui joue la relégation dernière journée face à Schleuf, qui devient vice-champion d'Afrique, c'est quand même un bon parcours. Oui, encore heureux. Je ne vois pas pourquoi. D'ailleurs, je pense que les supporters l'ont bien compris. Il n'y a qu'à voir l'accueil qu'ils ont réservé à leur équipe ce matin. En plus, quand on voit ces images, en parlant de Abdelawi par exemple, il y avait 7 joueurs de l'USMA qui avaient moins de 25 ans. Il y avait Abdelawi, Ben Khamassa et Farhat notamment qui ont 21-22 ans. C'est déjà une grande expérience pour eux. Il n'y a que Aoudia qui a joué une finale de Ligue des Champions. Et malheureusement, l'USMA ne va pas jouer la Ligue des Champions, la prochaine version. Mais par contre, il faut jouer le titre déjà pour la disputer l'année prochaine. Et je suis sûr qu'on a tiré des leçons par rapport surtout au staff technique qui est jeune et à la direction du club. Parce que quand on voit, par exemple, il y a eu des petites grabuges, on va en parler tout à l'heure. Mais quand on voit, par exemple, les joueurs, Seger, par exemple, qui s'était blessé, le nombre de blessés, etc., on n'a pas bien préparé cette rencontre. Moi, je pense qu'on n'a pas bien préparé cette finale. On a tous, tout le club a tiré des leçons pour que prochainement, d'ailleurs, même on voyait quelques dirigeants de l'USMA qui disaient l'Afrique, c'est pas le championnat, c'est pas la Coupe d'Algérie, c'est pas la finale de Coupe d'Algérie, ça n'a rien à voir. L'Afrique, c'est beaucoup plus les coulisses et se préparer mentalement. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je vais donner la parole à Jamel. Il n'y a pas que ça. L'Afrique, d'abord, ça se prépare avant. Ça se prépare dans une stratégie de recrutement. Et il nous faut une équipe pour gagner la Champions League. Donc, attendez, il faut un recrutement pour gagner la Champions League. Il faut des doublures pour gagner la Champions League. Il faut des attaquants racés, peut-être des Africains. Je me rappelle des Diallo, des Eneramo. Peut-être, sûrement. Et puis vous parliez aussi peut-être 2 remarques. Après, je laisse Jamel développer. On voit un joueur comme Delfello, qui était à l'USMA, et que l'USMA a lâché pour... La sélection militaire. Pour l'Alba d'abord. Et après, elle l'a récupéré. Elle l'a racheté. Alors, quand on voit des joueurs comme... Qui était blessé, il est à Asperger. Même si Baitesh n'a pas joué la finale, il y a Ben Khamassa, il y a Abdelawi, il y a, donnez-moi d'autres noms de jeunes, Chafai, tous ces joueurs-là qui jouent une finale de Champions League. Mais c'est du bagage.
c'est de l'expérience. C'est un gros acquis pour C'est un acquis. Il faut garder ces joueurs-là. Ils ont de la valeur. Ils auront une valeur marchande, c'est certain pour le président de l'USMA, qui va peut-être être tenté de lâcher 1 ou 2 joueurs pour gagner de l'argent pour acheter. Et peut-être qu'il faudra investir sur ces joueurs-là, Jamel, pour entamer une autre compétition africaine. Naturellement, maintenant, si on doit se contenter du lot de consolation. Se gargariser, Jalil. Non, non. On se contente du lot de consolation, comme l'a développé Amine ou Rafik. C'est vrai que l'équipe a gagné en maturité, elle va gagner en maturité. Il y a des joueurs jeunes, il y avait des blessés. L'USMA a beaucoup de circonstances atténuantes. Mais avouons sérieusement que tout le monde voulait que l'USMA gagne cette Coupe d'Afrique. Évidemment. Maintenant, cette chose n'est pas arrivée. Ça arrivera, il faut, je pense, positiver et capitaliser tout ce qui s'est passé, mais à condition de ne pas refaire les erreurs de casting qui ont été faites l'année dernière. Parce que lorsqu'on veut jouer une Coupe d'Afrique, il faut mettre les moyens et ramener du gros calibre. C'est quoi du gros calibre? Du gros calibre à des joueurs, des buteurs racés. J'ai bien dit des buteurs racés. L'USMA avait besoin d'un avant-centre racé type Eneramo ou type Diallo, comme tu l'as cité, où il te met des buts dans n'importe quelle position. Ou même Bourahli, je ne parle pas ou même Bourahli. Même Bourahli à l'époque, oui. Oui, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire des joueurs qui ont ce tempérament, qui ont cette grinta. Parce que, honnêtement, on n'a pas vu hier l'USMA téméraire, même si elle a fait un meilleur match qu'au match aller. On n'a pas senti. Attendez, non, on n'a pas senti cette hargne et ce vouloir d'essayer au moins de gagner, de remonter. Parce qu'à 1-0, écoute-moi, Amine, tu perds 1-0 à Kinshasa, à Lumumbashi. Non, bien sûr. À Lumumbashi, tu perds 1-0. Eh ben, tu joues le jeu. Il faut y aller devant pour essayer de marquer un but ou 2 buts. Égaliser, je ne sais pas moi. Mais on n'a pas. L'USMA s'est résignée. Surtout après le premier but, elle s'est résignée, elle a accepté le sort. Non, c'est-à-dire qu'il y a je pense qu'il fallait que sur le plan psychologique, une meilleure préparation psychologique aurait pu donner un meilleur résultat. Je ne reviens pas, pardon, sur le match aller et sur le stade, sur l'erreur dramatique et monumentale qu'a commise le stade. Vous maintenez, c'est une erreur. Ah, oui, il y a des regrets quand même. Il y a des regrets, Jamal. Beaucoup de regrets. Il y a des regrets. Quand on voit le match retour, je pense que l'USMA aurait pu faire quelque chose. Il pouvait déjà, avec Farhat qui avait tenté des choses, mais s'il y avait des attaquants qui jouaient un peu plus devant, ça aurait pu faire le danger. On a vu l'USMA qui reculait comme si elle menait au score. Voilà, c'est elle menait au score. Le TP aussi, parce que bon, ils avaient 2 buts d'avance. Mais l'USMA n'a pas été vers l'avant pour créer le danger. Il n'y avait pas de mouvement pour créer des espaces, pour créer un joueur qui provoque, qui va vers l'avant. Je vais lancer une hypothèse, messieurs. Juste un moment, je lance une hypothèse et puis vous développez. Et je m'appuie sur ce qu'a dit Amine Tirman. Il a dit, on ne sait pas si c'était de la pression, de la peur ou de la concentration. Il parlait du match retour. Quand on choisit Omar Hamadi au match aller, entre guillemets, petit stade, public proche. Parce qu'apparemment, il y a eu des preuves qu'entre le 5 juillet et le Bollorine, il y a 1 mètre de différence. Non, mais je poursuis mon raisonnement. Petit stade, public proche donc des joueurs et peut-être pression sur l'adversaire. Pelouse synthétique. Attendez, je finis. C'est très important. Quand je vois le comportement des joueurs au match retour, sincèrement, messieurs, j'ai trouvé une meilleure USMA, même si elle n'a pas réussi à aller au bout. Ouais. Parce que s'il n'y avait pas... On peut refaire... Moi, j'adore le foot fiction. Penalty, pas valable, non sifflé. Ce coup de patte de Nadji qui tape sur la pelouse synthétique alors qu'il rate le ballon, pour moi, il était au fond. Ça fait 1-0, ça fait une grosse différence. Et puis, ça peut changer la fin de match. Et puis, même si on se qualifie, même si on ne gagne pas la coupe, on gagne 1-0 à Lubumbashi, ça fait un autre match. J'ai l'impression que le public de l'USMA a plus été une pression sur les USMistes au match aller qu'une pression sur les joueurs du TP au match aller. On n'a pas vu le public siffler au match aller. Siffler l'USMA où ils ont mis de pression. Non, mais il y avait la pression. C'est vrai qu'à l'entrée Désolé, il y a une pression positive. Non. Le public de l'USMA a fait une pression positive sur les joueurs au stade de Omar Hamadi.
l'USMA a été positive, c'est-à-dire qu'elle a été que le public a tout le temps montré son attachement à cette équipe et il l'a porté à bout de bras, même quand elle était menée. La preuve, quand on voyait la réaction de Zemamouche après le penalty, lorsqu'il a essayé de transcender ses camarades, on n'a pas eu, ils n'ont pas vu. Oui, mais Zema, c'est un cran au-dessus. Zema, c'est vraiment je parle des supporters qui ont porté à bras-le-corps leur équipe. Mais je vais poser la question, aux deux joueurs, à Sid et à Nasser. Même quand on a un public qui nous soutient, qui est là, qui est énorme, quelquefois... Quand la tension monte, ça retourne. Ça fout la trouille, ça fout les chocottes, comme ça, quand on a une énorme responsabilité. Il n'y a qu'à voir l'attitude des joueurs sur le match aller, les différentes pertes de balles, les différents contrôles ratés. On comprend tout de suite que les joueurs étaient sous pression et que les joueurs n'arrivaient pas à se lâcher et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Surtout après le premier but encaissé au match aller. Donc moi, je reste sur ce que disait Jamel tout à l'heure. Le problème, c'est l'erreur du choix du stade de Bolloré. Parce que quand on voit le match retour, les supporters du TP Mazembe, ils sont beaucoup plus proches du stade que ceux de l'USMA ne l'étaient à Bolloré. On a qu'à voir, il y a des grillages, il n'y a pas de barrière, il y a uniquement les panneaux publicitaires. Juste pour poser la question à Nassal, et avant ça, Mehdi Haddad, qui était avec vous à Lubumbashi, me dit à Omar Hamadi, le public, dès qu'il a encaissé, était mécontent, il y avait des jets de projectiles à Omar Hamadi, alors qu'à Lubumbashi, il n'y avait rien, le public était calme. Est-ce que même quand le public, au début, avec les magnifiques tifos, on connaît les supporters de l'USMA et tout, est-ce que quand on voit tout ce spectacle, tout ce peuple derrière une très jeune équipe sans expérience, est-ce que ça fait pas un peu peur? Est-ce qu'on n'est pas un peu bloqué? Moi, quand on parle du public, le joueur professionnel est habitué à ça. On gère, il y a des entraîneurs en Europe qui travaillent avec des joueurs, qui préparent psychologiquement. Bien sûr, par rapport au public. Ils font même à l'entraînement des centres de public. Le stade est vide pour justement gérer une situation où le club, où les joueurs ne rentrent pas bien dans le match, où ils ne paniquent pas, où ils sont menés. C'est un joueur professionnel, il doit gérer ça. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore mûrs. Bien sûr, on a vu des joueurs se faire siffler pendant 10 minutes, et quand des joueurs sont mentalement forts, ils vont renverser le truc. 10 minutes après, le public il va applaudir, et ça marche. Le joueur, il est professionnel, il doit s'appliquer à ça et voir que quand il y a un public qui siffle... Je vais rester sur ça, messieurs, parce qu'on parle de foot, on est là, on est journaliste, on regarde, on critique, on dit ils ont raté, ils n'ont pas contrôlé le ballon, ils n'ont pas été efficaces, ils n'ont pas cadré. Mais, messieurs, quand on est sur le terrain dans de grandes compétitions comme ça, il se passe quoi dans la tête d'un joueur? Est-ce qu'il arrive à faire le vide? Est-ce qu'il est dans son jeu? S'il n'arrive pas à faire le vide, ça veut dire que ce n'est pas un joueur professionnel. Non, mais je pose la question au joueur. Comment ça se passe dans la tête du joueur avant, pendant? Est-ce qu'il fait abstraction de tout? Est-ce qu'il est dans son jeu? Ou est-ce qu'il y a plein de choses qui tournent dans sa tête? Après, ça dépend de la mentalité du joueur. Il y a des joueurs qui affrontent ce genre de pression par... de la musique, ils font le vide, ils s'enferment. Il y en a qui vivent le match bien avant de le jouer. Qui font le scénario. Voilà, ils font le scénario. Qui ne dorment pas suffisamment. Il y en a qui ne dorment pas du tout. Pas du tout, la veille du match, parce qu'ils sont surexcités, ils vont jouer une finale. Donc peut-être que lors du match aller, il y a de jeunes joueurs à l'USMA qui étaient tellement surexcités de jouer une finale de Champions League, on en avait fait tellement de bruit et que les supporters de l'USMA avaient fait énormément de pression sur les joueurs, comme c'était une finale inédite. C'est la première fois que l'USMA arrive en finale. Donc certainement, c'est des joueurs jeunes, pas très expérimentés, mis à part, comme l'a dit Amin Aoudia, qui a joué déjà la Champions League avec la JS Kabylie. Donc les autres joueurs, pratiquement, ils découvrent cette compétition. En parlant de JSK, Nasser, tu as joué de grandes compétitions en Afrique. Tu es parti en Afrique dans des terrains hostiles, où c'est pas simple, où on se demande même comment on peut jouer un match de football. On arrive, on n'est pas bien accueilli, il fait chaud, c'est pas vraiment le milieu des joueurs. On a vu l'USMA qui avait son cuisinier. Ils ont tout ramené avec eux, Thierman. C'était peut-être pas toujours le cas à l'époque pour la GSK. On fait comment pour aller gagner un match? Avec tous ces trucs difficiles, hein, parce qu'on se fait insulter, et ça reste mental. Hein. On se vide la tête, on se concentre pour le match. Les dirigeants font le reste.
Il faut qu'il y ait des dirigeants aussi. Et vous, entre vous, ça se passait comment à l'hôtel? Exemple, allez, pour les plus jeunes, nous peut-être qu'on connaît, comment ça se passe à l'hôtel. Vous étiez avec qui dans la chambre à l'hôtel à l'époque à la JSK? Moi, j'étais plus avec Amara Mourad, le gardien. Et on parle de quoi? Est-ce qu'on est tous ensemble, en groupe? On parle de tout. Est-ce qu'on dort, on ne dort pas? Comment ça se passe? On parle de tout. On parle du match, on parle de la préparation, on parle de la concentration, on parle de chacun son rôle. Et surtout chacun son rôle. Parce que quand on se concentre et on se consulte entre joueurs et on se vide la tête, je pense qu'on rentre sur le terrain à 2000%. Et ça se passe comment? Est-ce qu'il y a un patron qui parle à l'équipe? Est-ce qu'il y a toujours un boss? Au niveau de la défense, il y avait Adrer qui était le patron de la défense et qui faisait sortir l'équipe quand il voulait. C'est un travail à l'entraînement. Par exemple, au niveau des hors-jeux, il y avait une phrase en kabyle, « Afar », personne ne comprend, mais tous les joueurs comprennent. Alors ils sortent tout de suite et on laisse toujours... Et c'est fait exprès que c'est en kabyle pour que les autres... Bien sûr, on la faisait même ici dans le championnat, mais surtout en Afrique, avec le Zamalek ou l'Espérance de Tunis ou les grandes équipes africaines, on le faisait souvent. Et en attaque, il y avait des joueurs d'expérience. L'expérience, ce n'est pas un jeune. À 22 ans, 23 ans, il est jeune. À 27 ans, 28 ans, on dit qu'il est vieux. Pour moi, à 22 ans, il n'est pas jeune. 22 ans, il doit être indiscutable. Qui à 22 ans à la GSK était déjà mature? Moi, à 22 ans, j'étais en 86, j'avais marqué 50 buts en une année, plus Coupe d'Afrique, Coupe d'Algérie. Ça, c'est pas 22 ans, il n'est pas jeune. Il est indiscutable, que ce soit en équipe nationale ou dans le club. Alors, si on dit jeune, 22 ans, 23 ans... Non. Mais ça, c'est un fait. C'est vrai que c'est un problème chez nous. Malheureusement, c'est un fait. On est joueur de l'équipe type à 27, 28 ans. On jouait à 17 ans, on jouait senior. À l'époque, les entraîneurs nous lançaient. C'est un problème chez nous. C'est un problème que je dirais récent, parce que c'est vrai qu'à l'époque de Nasser, l'âge ne se posait pas. Peut-être un peu moins. Dans l'époque de Bouech, les jeunes... Elle fait à jouer en équipe nationale à l'âge de 17 ans et demi. Hein. Bon, en équipe nationale, c'est un peu spécial. Il n'y a pas eu beaucoup de 17 ans et demi en équipe nationale. Je sais, Batroni a été sélectionné à l'âge de 18 ans à peine. Mais c'est une norme. Moi, je vous donne un exemple. Thierry Henry, à Monaco, 18 ans, il part jouer une Coupe du Monde en 98. De toutes les manières, aujourd'hui... À 18 ans, on est un joueur de haut niveau. Bien sûr. Aujourd'hui, les joueurs... un but face à l'Argentine. Aujourd'hui, les joueurs professionnels sont de plus en plus jeunes. Ils vont encore, à mon avis, ça va encore diminuer. Ils vont commencer très tôt en équipe première. Il n'y a qu'à voir le Milan AC qui joue avec un gardien de but de 16 ans. C'est énorme. C'est énorme. Ça me permet, messieurs, parce qu'il faut de temps. Le Sporting de Gijol qui joue avec un meneur de jeu qui a 17 ans. Ça me permet, messieurs, de conclure. L'USMA, on va maintenant se projeter vers l'avenir. Maintenant, l'USMA, et c'est ma dernière question, messieurs, doit très vite redescendre de son nuage, redescendre sur terre parce qu'elle a un championnat à jouer, un championnat à gagner si elle veut jouer une Champions League. Est-ce qu'elle doit miser justement sur cette jeunesse ou encore essayer d'aller grignoter, chercher des joueurs qui sembleraient être les plus cotés du championnat mental? Maintenant, je crois que l'USMA a l'ambition, a cette ambition d'être le leader en Algérie et aussi d'être le leader en Afrique. Elle veut faire comme le TP Mazembe, c'est clair. On a vu, il y a de par ses déclarations, de par les possibilités qu'on lui connaît, etc. Bien sûr, maintenant, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'eau du bain. Il faut, ces joueurs, il y en a qui sont très valables, il y en a qui ne sont pas, qui le sont moins. Maintenant, si on veut réellement rivaliser dans le haut niveau, il faut de grands joueurs. Il faut que l'USMA s'ouvre un peu. Il faut qu'il ramène de grands joueurs d'Afrique ou d'ailleurs. Mais ce ne sera pas possible avec la nouvelle réglementation. Bon, on va y revenir parce qu'il y a des questions. Vous allez le voir, messieurs, il ne faut pas tout bouffer. Il y a des très intéressantes questions dans le face à vous. Je donne l'exemple toujours du Tout-Puissant. Ils ont un joueur comme le Tanzanien Samata qui risque de partir cet hiver. Il est demandé à Lille par Hervé. Mais si le président ne met le papier, c'est quelqu'un qui a le niveau de jouer en Europe. C'est des joueurs de cette trempe. Il y avait aussi un très intéressant, son nom m'échappe, très intéressant attaquant Diniemba, 23 ans, meilleur buteur du Nigeria. Aujourd'hui, c'est l'USMA. L'année dernière, je ne me rappelle pas de son nom, qui aurait pu aussi intéresser, même s'il valait sur le papier $1 million, je crois, à l'époque. Mais c'est avec ce genre de joueur qu'on peut gagner une Champions League. Pardon, voilà. juste pour que...
si l'USMA a l'ambition de devenir un grand d'Afrique, il fallait par exemple qu'il ait des représentants lors de la Coupe du Monde UD17 qui vient de se terminer hier, avec la finale Nigeria-Mali. On peut faire le marché. Une finale africaine, c'est là-bas qu'il faut déjà faire le marché. C'est là-bas qu'il faut déjà voir. Ou bien la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, de moins de 23 ans. Moins de 23 ans. Voilà, non, mais je suis obligé de vous couper, messieurs. Je suis désolé. On va passer à la... Que le Mazembe n'était pas trop puissant. Pas trop puissant. Voilà. Tout simplement. Peut-être que l'USMA n'était pas assez fort. L'USMA n'était pas assez fort, trop puissant. C'est pour ça Mazembe qu'elle n'était pas trop puissant. l'USMA Real. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'elle fasse les mêmes erreurs pour l'année prochaine. Il faut qu'elle corrige ces erreurs. Bien sûr, qu'elle corrige et qu'elle fasse son recrutement et surtout la bonne préparation. Parce que pour moi, il n'y a pas la bonne préparation et il n'y a pas la bonne récupération. Si on se blesse comme ça, beaucoup de joueurs se blessent, c'est qu'il y a un problème. Il faut régler ça, les dirigeants, il faut qu'ils soient fermes, disciplinés. En tout cas, moi, ce qui me rassure vraiment, c'est que j'ai récupéré mon Tirman. Il est là, il n'est pas blessé, pas de contracture, pas d'adducteur. Avec une très bonne hygiène de vie. Mahdi Haddad est complètement lucide puisqu'il est derrière les manettes. Bon, pourtant, il a beaucoup couru dans ce terrain de Lubumbashi. On va passer à l'équipe nationale et les 25 joueurs choisis par Christian Gourcuff pour la double confrontation face à la Tanzanie. Il y a eu quelques petits changements par rapport à la liste élargie. Quel est d'abord le changement qui vous a le plus frappé, messieurs ? On l'a vu dans le sujet. C'est Baini. On en avait parlé sur qui n'était pas dans la liste élargie. Il est en forme en ce moment. Je pense que c'est un joueur, on l'avait dit sur ce même plateau, je l'avais dit, pour avoir vu évoluer ce jeune joueur, il a beaucoup de mérite parce que c'est sa première année en Ligue 1, en France, et on sait à quel point ce n'est pas évident de s'adapter, de s'intégrer facilement à ce genre de compétition. Surtout en France, c'est un championnat très relevé, avec de très bonnes équipes. Et on l'avait dit qu'il méritait sa place en équipe nationale. Aujourd'hui, il fait appel à lui. Il faut aussi souligner que ce même Ben Sebaini, en un laps de temps très court, fait partie aujourd'hui du top 5 des joueurs africains de la Ligue 1. Donc, c'est pas rien aussi. Et puis, quand on affronte dans une demi-saison et Monaco, et Paris, et Marseille, et Saint-Etienne, et Lyon. Et quand on arrive à marquer des buts aussi en étant défenseur, donc c'est qu'il y a de la qualité, il y a du potentiel. Et le retour de Belfodil aussi. Oui, on va en parler, mais ça, c'est vraiment le grand oublié qui subitement revient dans les bonnes grâces de Christian. Il n'était pas déjà. Il était lors des deux derniers matchs amicaux. Il n'a pas joué. Mais effectivement, il a encore survécu lors de cette liste. Je pense que c'est par rapport à l'absence de Soudani qui s'est blessé, qui fait pas. Bon, il y a aussi la présence de Rosal qui était une demi-surprise aussi, parce que lui, il n'a pas fait partie de. Il n'est pas venu lors de dernier match. Double confrontation. Depuis le regroupement de Qatar. Et Rosal, c'est pour remplacer Ferroli blessé. Voilà, maintenant pour revenir à Ben Sebaini, c'est vrai que c'est aussi une demi-surprise parce que, bon, lui, il s'imposait dans son club, on le voyait venir, mais lors des dernières déclarations de Gourcuff, on avait l'impression qu'il n'était pas dans ses plans et qu'il ne comptait pas sur lui. Finalement, je ne sais pas est-ce que c'est les blessures ou c'est la pression, les blessures des uns et la pression des autres qui a fait que peut-être Gourcuff a vu qu'il avait besoin de lui maintenant et pas autrement. Je ne sais pas ce qui a changé. Bon, il y a aussi une bonne surprise, c'est le retour du gardien numéro 1 de l'équipe nationale, c'est clair, c'est Mboulahi qui a manqué, qu'on le veuille ou pas. Qui joue ou il joue pas? Pardon? Qui joue ou il joue pas? Là, il joue en Italia. Il a joué les 4 derniers matchs. Voilà. Donc il est redevenu compétitif. Pour la défense aussi, parce que là, on a un grand problème. Il y a le retour de Mandi, qui est aussi une bonne... Le retour dans son club d'abord, il a joué le dernier match, parce qu'ils ont perdu chez eux. Capitaine d'équipe aussi. Donc il a pris de l'assurance et c'est quand même un joueur qui va renforcer la défense. Alors pour avancer dans le débat, avec la liste des 25 messieurs, vous le voyez comment ce 11 de Dar es Salaam, à votre avis? Et surtout, comme l'a dit El Afiq, le gros problème de Gourcuff, depuis le début, c'est la défense. Il n'arrive pas à trouver sa paire centrale, il a souvent des blessures, il y a le retour de Mandi maintenant. Est-ce que vous pensez qu'il a déjà sa défense à plat, défense à 4 en tête? Ah bah, il devrait, parce que moi je pense que, comme a dit El Afiq,
Ben Sebaini n'était pas dans ses plans au début, mais je ne peux pas concevoir qu'un Ben Sebaini à ce niveau et qui est peut-être aujourd'hui le défenseur en équipe nationale qui joue... Pour vous, il joue titulaire, match officiel? Ah bah moi, je le mets sélectionneur, je le mets direct. C'est le défenseur le plus en forme de notre équipe nationale. Il joue à un très haut niveau, il joue en Ligue 1 à Montpellier, même si Montpellier ne cartonne pas vraiment cette année, joue le bas du classement, mais ça reste la Ligue 1 Ils ont gagné contre Nantes. Ils ont gagné 2-1 contre Nantes. Donc, et la Tanzanie, c'est pas un foot de guerre. Alors, vous le mettriez en paire avec... Pour le sélectionneur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire jouer les meilleurs, les plus en forme, surtout les plus en forme. Parce que s'il y a un titulaire qui revient de blessure, en tant qu'entraîneur, je ne le fais pas jouer. Il ne peut pas apporter à 100% par rapport à ses qualités, par rapport à l'équipe. Alors, il faut faire jouer les joueurs qui sont à 100% actuellement. Ce n'est pas demain, actuellement. C'est-à-dire demain, si quelqu'un il est en même forme, je ne le fais pas jouer parce qu'il ne va pas donner. La méthode Gourcuff, connaissant la méthode Gourcuff, il va certainement compter sur ses valeurs sûres, même s'ils ne sont pas à 100% de parce qu'il ça a été le cas avec Mahrez. C'est pour ça que ça a été, non? Ça a été le cas avec Mahrez Zamasero. Il ne comptait pas sur Ben Sebaini par rapport à sa jeunesse. C'est bizarre, on en parlait tout à l'heure. Par rapport à sa jeunesse et par rapport au choix de Gourcuff. On parlait de 17 ans, 18 ans. Exactement, mais lui, il a qualifié de joueur très jeune et immature tactiquement et tout. Mais bon, pour qu'il soit à Monaco. Ça, c'est n'importe quoi. Pour qu'il soit titulaire, ça m'étonnerait, même si nous, on donc il est mature pour Courbis, c'est pas assez pour et pour Gourcuff, même un joueur qui a 29 ans, il est vieux. Donc c'est pour ça qu'on ne comprend pas. Comment voulez-vous qu'un entraîneur découvre des joueurs? Si on donne la chance à quelqu'un, surtout si non, mais moi, l'erreur, tu as raison, Lassane. Moi, je pense que l'erreur, c'est que... Bon, alors là, elle serait encore plus énorme si Ben Sebaini joue titulaire dans un match officiel qualification Coupe du Monde. Titulaire. Pourquoi J'argumente, Jamel. C'est actuellement le meilleur défenseur actuel. Mais j'argumente. Attends que j'argumente. Il a 2 matchs d'application. Guinée-Sénégal. Il n'essaye pas un joueur pour voir s'il est bon ou pas bon. Il a 4 jours, t'es d'accord? Il a 4 jours pour le tester. Il le teste pas et puis il l'appelle pour un match officiel. Mais j'ai la Guinée et le Sénégal, je le fais jouer pour voir s'il est bon ou pas bon. Je m'excuse, je vais finir sur ce que tu dis. Il fait appel à un joueur qui est Tahart ou quelque chose comme ça. Taharat qui joue au Paris FC. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. On n'a pas dit qu'il était pas bon. Il n'a que 10 matchs pro dans sa carrière. Il n'a que 10 matchs en pro. Il a 25 ans. Lors de sa carrière. Un Ben Sebaini qui arrive à s'imposer en 2-3 mois en tant que titulaire à Montpellier et qui a pour entraîneur Roland Courbis, qui n'est pas un entraîneur... recruté, hein. Oui, c'est lui qui l'a ramené, c'est lui qui a insisté pour le ramener. Il a insisté pour Boudebouz aussi. À un moment donné, quand on a un Ben Sebaini, on doit faire appel à Ben Sebaini lors des 2 confrontations face à la Guinée et face au Sénégal pour voir un peu le potentiel de ce joueur et s'il peut apporter un plus, éventuellement pour les matchs décisif. Voilà, peut-être que Tahart n'a pas convaincu pendant ces 2 doubles confrontations. Donc alors là, on parle de blessure. On parle de blessure. Le test était valable. Ou alors c'est Gourcuff qui commence à faire son mea culpa, c'est tout simplement. Exactement. Il y aura beaucoup de choses qui vont changer, entre autres le choix des joueurs, et j'espère aussi dans le système de jeu. Alors, messieurs, on va avancer un petit peu. Qui on mettrait en paire avec Ben Sebaini si jamais C'est Mandi. Mandi. Pour moi, c'est Mandi. Et sur les côtés sur les côtés, c'est Roland, mais sur le côté droit, Zefan. Ouais. Même si Mesbah est de retour. Non, mais Roland... Mesbah, c'est beaucoup plus le côté expérience. Je pense que Mesbah, il l'a appelé pour jouer le rôle de leader un petit peu au sein de cette équipe. C'est l'ancien. Même s'il n'est pas titulaire, même s'il ne sera pas titulaire, je pense qu'il l'a ramené lui et Adel Guedioura pour son poids. Il ne faut pas oublier dans le même contexte, c'est vraiment important ce qu'il a dit Jamal Rajdi, parce que d'un seul coup, on a perdu Bougra, Mesbah et Lassane. C'est très dur pour un groupe. Plus Halish, qui était de vrais leaders. Des vrais leaders qui parlaient aux jeunes, etc. Maintenant, c'est vrai que Brahimi et Frouli, c'est des leaders techniquement, mais c'est-à-dire que ce n'est pas des meneurs d'hommes, comme le faisait si bien Bougra, même Lassane et mais il faut juste voir que dans cette équipe, on a vu les derniers matchs, il y avait des clans, il y avait des bagarres, il y avait... beaucoup d'excitation. Non, mais il a raison, parce que il y avait tout. S'il y a malaise, le coach, il ne peut plus bosser, il ne peut plus faire jouer les joueurs s'ils ne s'entendent pas entre eux. Oui, mais même l'entraîneur qui s'impose, il faut qu'un entraîneur, s'il n'a pas de personnalité, il n'a pas un charisme vis-à-vis des joueurs, il n'a pas ce respect, et il ne sait pas faire passer son message au niveau des joueurs, c'est que ça ne marche pas. Et en plus, il faut qu'il ait un joueur, un capitaine,
qui est sur le terrain. Exactement. Le relais. Parce que le relais entre l'entraîneur parfois, et parce que parfois on a plus besoin d'un, on a plus besoin de ce leader parmi les joueurs que l'entraîneur. Parce que l'entraîneur, la nuit, il va dans sa chambre et c'est les joueurs qui en parlent entre eux lors du déjeuner, c'est les joueurs, les entraînements dans le bus. C'est pour ça que tout entraîneur a besoin, même comme Courbis et Corona. Vous savez, le leader, on ne le désigne pas. C'est-à-dire, il est exactement. C'est une personnalité. Oui, mais il est confirmé. Il y avait Mansouré. Il est confirmé par l'entraîneur. Après, c'était Bouguera, etc. Non, mais Jamal Msbah a le profil actuellement. C'est lui qui figure dans le. Oui, mais il ne joue pas. Il ne joue pas, c'est vrai. Il a perdu sa place. Donc, il ne peut pas être le leader sur le terrain. Non, pas spécialement sur le terrain. Maintenant, depuis le retrait de Bouguera, on n'a pas vu un cadre qui a pris le relais. Ça aurait pu être Medjani, je ne sais pas. Halish n'est pas là. S'il y avait Halish, il serait le leader naturel. Mais le premier leader, c'est l'entraîneur. C'est lui, lui qui s'impose dès qu'il arrive. Pendant que vous parlez, on va voir cette liste des 25. Allez-y. Moi, je voudrais parler maintenant, le milieu récupérateur, même s'il n'a pas joué depuis longtemps et qu'il revient, est-ce que vous revoyez la paire Taider-Bentaleb? Pas Taider. Moi, je dirais beaucoup plus Abid Bentaleb. Mais peut-être l'entraîneur, il va faire jouer Taider. C'est ça ce qu'on est en train de dire. Non, mais sur les deux confrontations, sur les deux matchs amicaux qu'on a vus, je pense que Taider sur les deux matchs amicaux qu'on a vus, Jamel, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Taider n'a pas démontré grand-chose. Même dans son club, il n'est pas... Moi, je ne sais pas pour vous, mais... même Abid n'a rien montré aussi. Moi, ni Abid ni Taider, je vous explique. À part Bentaleb qui est blessé, le joueur, pour moi, et vous me contredisez comme vous voulez ici, c'est la démocratie sur Facebook, je trouve que le milieu, depuis longtemps en Algérie, celui qui a vraiment la grande classe, c'est vraiment Bentaleb, même si on l'a perdu depuis quelques semaines à cause de sa blessure. Et depuis qu'il n'y a plus Lahsen, qui n'a peut-être pas la classe de Bentaleb, mais il a cette expérience. Le modérateur. Il est modérateur, porteur d'eau, il sait casser le jeu, faire les fautes là où il faut. Mais il y a un problème. Ces joueurs, c'est vrai qu'ils sont là. Premièrement, il y a plusieurs joueurs qui ne sont pas en forme. Cet entraîneur, déjà, dans sa tête, il est partant. Ces joueurs-là, quand on va en parler dans quelques instants. Oui, mais attends, quand ils entendent, ces joueurs-là, ils entendent ça. S'il n'y a pas un dialogue, il y a un dialogue qui se fait. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit. S'il n'y a pas un dialogue qui se fait entre l'entraîneur et les joueurs, ça ne peut pas marcher, les gars. Ça ne peut pas marcher. C'est impossible. Il n'y a pas seulement l'article, Jamel. On va voir dans quelques instants. Non, moi je t'arrête. Non, il n'y a pas que l'article. Laisse-moi développer mon idée avant de passer. Allez, développe, tu vas me traiter de dictateur dans quelques instants. Allez, développe. Si on se fie à l'article qui apparaît aujourd'hui sur un quotidien français, il l'avait bien déclaré lui-même. Laissez-moi parler. Si on se fie, il n'a jamais annoncé qu'il allait partir. Il a dénoncé une ambiance de travail. Maintenant, si on lit attentivement... Dans 3 minutes, je vous prouve le contraire. Attentivement cet article, on va voir que c'est des bribes d'informations tirées à partir des dernières déclarations de Gourcuff à Alger lors de la conférence de presse et cette manière de s'exprimer qu'il n'a pas contrôlée. Maintenant, parler... Vous voulez dire qu'il a dit des choses qu'il n'a pas pensé parce qu'il était énervé. Voilà, tout simplement, il était énervé après les sifflets, après pas mal de choses. Ça reste votre avis. Non, ça reste mon avis. Chacun dans son avis, c'est tout. Oui, bien sûr. Moi, je pense que si Gourcuff gagne, et gagne avec la manière, Gourcuff restera. Oui, ok. Alors, on va terminer. Il reste 2 minutes, c'est ça, Mehdi Haddad. On va parler de l'attaque maintenant. Soudani n'est pas là. Gourcuff, on sait qu'il veut jouer rapidement. Forouli n'est pas là. Même si Forouli, pour moi, je trouve qu'il a disparu depuis très longtemps. Pour parler de Forouli, moi, il y a une chose que je voudrais voir sur ce match. C'est Mahrez à sa place. Oui. Je voudrais voir Mahrez à droite. Ce sera l'occasion. Depuis le début, j'ai envie de voir Mahrez sur le côté droit en équipe nationale. S'il met Mahrez sur la droite, ça voudra dire qu'il a tout changé, qu'il n'a plus qu'il ne garde plus la même philosophie, qu'il ne va plus jouer son 4-4-2. Ça veut dire que le Gourcuff ne fera plus du Gourcuff. Il va jouer comme... Si, il peut jouer en 4-4-2 avec Mahrez sur la droite et Brahimi sur la gauche. Comme il était têtu, il va rester sur 4-4-2. Et à la place de Brahimi actuellement, il va mettre qui? Pourquoi il joue en 4-4-2? Il joue avec 2. Alors, est-ce que Brahimi... Ah, merci, messieurs. Brahimi qui n'a pas joué le match retour face au Maccabi, on avait parlé du match aller. Est-ce que la blessure de Brahimi, c'est une blessure réelle ou c'est une blessure diplomatique, entre guillemets, à votre avis? Franchement, je suis sûr que c'est une blessure diplomatique. Oui, tout à fait. Donc Brahimi à gauche, Mahrez à droite, et Nasser en pointe.
deux attaquants de pointe, un attaquant... Donc deux vrais attaquants en pointe. Oui, avec un 9,5 qui pourrait être Rezel qui joue à... Rezel Slimani. Oui, Rezel qui joue à... Fodil aussi, il peut donner la chance à Fodil aussi. Il a promis de ne plus refaire cette erreur de faire jouer deux attaquants du même style. Non, mais ils ne sont pas du même style. Il y a Rezel qui joue en 9,5 et il y a un attaquant de 2 pointes, type qui soit Slimani, soit Fodil. Le 9,5, pour lui, c'est Brahimi. Il ne va jamais faire jouer Brahimi ni à droite ni à gauche. S'il fait jouer Mahrez à droite, il va faire jouer Boudbouz comme à Mancero face aux autres. Boudbouz à gauche, parce qu'il n'a pas trop le choix. Boudbouz peut jouer le rôle de numéro 10. Le problème, c'est que Boudbouz n'aime pas jouer à gauche. Il y a Rachid Razel, mais je ne pense pas qu'il soit titulaire. C'est le vrai ailier gauche. Pour moi, Brahimi et Mahrez sur le côté droit, Brahimi sur le côté gauche sont beaucoup plus efficaces qu'un Mahrez sur la gauche et un Brahimi à 110. Ça voudra dire que Gourcuff a enterré son 4-4-2. Si je pense ça. Tant mieux pour nous. Gourcuff enterré son 4-4-2 ou Gourcuff enterré tout court, c'est ce qu'on va voir. C'est le face-à-face, messieurs. Gourcuff partira pas après cette double confrontation face à la Tanzanie. On me dit si c'est pub avant ou après. Après, alors tout de suite, messieurs, c'est le face-to-face. Gourcuff, va-t-il rester? Va-t-il partir? Face-to-face, on en parle tout de suite après. On va pas tarder à se séparer. Je dis pas tarder, j'ai pas dit tout de suite. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Le 6 septembre 2014, un entraîneur breton faisait son entrée à la tête du staff technique de l'équipe nationale juste après une Coupe du Monde historique réussie par son prédécesseur, le Bosnien Vahid Halilović. D'entrée, le costume semblait difficile à porter pour le breton, tant le caractériel et extravagant Vahid avait marqué les esprits du public par sa forte personnalité et son autorité, pour ne pas dire son autoritarisme. Humble, jovial et très accessible à la presse, le breton a tout de suite voulu rompre avec l'époque Vahid, en privilégiant la communication sur sa philosophie de jeu, sa vision mathématique du football. Le message plaît très vite à la presse, qui trouve en Gourcuff du pain béni, tant il n'était pas avare en discours, mais en réalité très flou dans ses choix et ses décisions. Très vite arrivent les matchs de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2015, et là, le breton surprend tout le monde. Un sans faute, ou presque. Et avec la manière, s'il vous plaît. L'Algérie avait peut-être trouvé son coach. Arrive la CAN équato-guinéenne, avec son lot de pronostics, les plus fous. L'Algérie de Brahimi, Forouli et Mbolhi ne pouvait manquer le titre africain. C'était une évidence pour tout le monde. La presse fait monter la pression et le peuple commence à y croire. Tout le monde en somme, même le président de la FAF, sauf Gourcuff, qui restait prudent sur les conditions de l'Afrique, qui lui étaient tellement inconnues, comme les pelouses, le climat ou l'arbitrage. L'Algérie passe le cap du premier tour sans problème, mais bute sur le futur champion, les éléphants d'Hervé Renard. Et là, le rêve s'écroule. Gourcuff n'a fait rêver personne avec son jeu léché et ses stars qui se sont subitement éteintes comme un délestage électrique dont l'Afrique est si souvent réputée. Après cette CAN, le public a perdu confiance et ne croit plus en Gourcuff. Le choix des joueurs, la façon de jouer, les matchs d'application ratés, rien ne va plus. C'est là que le broyeur médiatique se met en route. Gourcuff ne supporte plus la pression qui semble aussi venir d'en haut, de son employeur, qui lui aussi ne croit peut-être plus en lui, malgré les déclarations apaisantes du président après les 2 matchs amicaux face aux Sénégalais à la Guinée. Gourcuff, lui, montre son exaspération et son dépit, et lâche même en conférence de presse. Moi, je vais vous dire quelque chose, c'est que je découvre un autre pays, je découvre un autre environnement. Et je dis que la sérénité ici, ah oui, ça évidemment, c'est difficile. C'est difficile. Parce que alors après, il ne faut pas s'étonner que les joueurs soient nerveux, que tout le monde soit nerveux. Et donc, mais dans le foot, dans le sport, il faut un minimum d'analyse et de sérénité. On ne peut pas manipuler l'opinion comme je le vois. C'est impossible. C'est impossible. C'est pas le problème de ma personne. Moi, je partirai, je serai dans un mois, je serai loin, et ce ne sera pas le problème. Depuis ce soir-là, les noms des successeurs fusent de partout. Courbis, Belmadi, Bilsa et le tombeur du Gourcuff à la CAN, le très africain Hervé Renard, qui semble avoir perdu un peu de son bronzage dans le nord lillois. Dans son numéro d'aujourd'hui, le quotidien français L'Équipe lâche l'info. Gourcuff partirait après la Tanzanie et serait même proche d'un club de Ligue 1, Rennes,
comme un retour aux sources en Bretagne. La fracture est-elle irréparable et la mission du Breton est-elle devenue impossible? Au Gourcuff ira-t-il jusqu'au bout de sa mission? Sauter l'obstacle tanzanien pourra-t-il changer la donne ou les dés sont déjà jetés? Faites vos paris, messieurs, dans le face-to-face. C'est parti. Si vous croyez que j'arrive à les faire taire, c'est mission impossible. On va parler justement de Gourcuff après la Tanzanie. Jamal Rachdi, il va rester tranquille. Jamal Rachdi, qui ce soir va nous lancer la pub. Allez, Jamal Rachdi. Pub. Aussi simple que ça. Gourcuff partira pas après la Tanzanie. On l'a entendu un petit peu. Jamal a dit que c'était sous le coup de l'énervement après la pression qu'il y a eu sur lui pendant ce match. Il a été sifflé, insulté. Il y a eu un peu de grabuge avant la conférence de presse. On n'a qu'à voir les images. Voilà, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi sa déclaration qu'on a entendue dans le sujet. Et on va voir un article qui est sorti. Je ne vais pas dire que c'est la bible de la presse footballistique française. Mais c'est pas non plus un journal pas très mal informé. On va voir cet article que j'ai moi sous les yeux, Mehdi Haddad, qu'on va voir. Gourcuff veut quitter l'Algérie, c'est sur le journal L'Équipe. On parle même de contact avec certains clubs qui sont pas loin de sa région, la Bretagne. On parle de Rennes qui marche pas bien en championnat. Messieurs, à votre avis, est-ce que c'est un scénario possible? Est-ce qu'il peut y avoir une discussion entre le président et Gourcuff, quel que soit le résultat, qui pourrait voir le Breton quitter la sélection, Jamal? Moi, je pense qu'il y a eu déjà une discussion. Après la tempête qu'il y a eu après le fameux match contre le Sénégal, la Guinée, ensuite le Sénégal, je crois que Gourcuff s'est entretenu avec Raoua pour tempérer un petit peu les ardeurs, parce que lui-même, dans ses déclarations, on sentait que c'était un homme seul. C'était un petit peu la solitude de l'entraîneur après une contre-performance, comme la solitude du cycliste. Donc, je crois qu'il y a eu une discussion et le communiqué qui a suivi de la fédération, qui a marqué toute sa confiance, renouvelé sa confiance à l'entraîneur, en est la parfaite illustration. Je pense que maintenant, avec du recul, les matchs se sont déroulés il y a plus de mois. Et maintenant, avec la rencontre contre la Tanzanie, je pense que s'il gagne avec la manière aussi, il n'y a aucune raison qu'il parte. Alors, il y a une partie de cet article qui me rappelle une déclaration de Nasser, je crois, la semaine dernière, où il dit il pourrait rester, surtout parce qu'il a tissé au sein de ce groupe, il parle du français bien sûr, de précieux soutiens, notamment des cadres comme Mandi, Roulem, Mahrez, Brahimi, Farouli. Est-ce que justement ces soutiens ne vont pas jouer contre lui parce que il a, comment tu les as appelés, les chouchous, c'est comme ça que tu les as appelés? Oui, chouchous de. Est-ce que c'est pas ça qui va justement faire que Gourcuff ne peut plus gérer le groupe en entier? C'est-à-dire, s'il a ce groupe et en même temps il y a des blessures des joueurs, ils sont pas en forme, il y a d'autres joueurs qui tapent à la porte, qui sont en forme, qui sont dans le groupe et qui veulent jouer parce qu'ils méritent leur place. Il y a une réaction des joueurs, c'est des joueurs pros. Et lui, par rapport au groupe qu'il a, l'ossature qu'il a, pour essayer de se protéger un petit peu, il ne va pas leur donner leur chance à d'autres joueurs. C'est là où le conflit commence. Il commence sur le terrain, il commence dans les entraînements. Et ça, l'entraîneur, dans le caractère, il est un peu... Gourcuff, ce n'est pas l'Elodie par rapport au caractère. Il ne va pas s'imposer. Et quand il y a cette défaillance, je pense qu'il perd le fil. Allez, messieurs, on ne va pas prendre de langue de bois. Le vrai patron de l'équipe nationale, c'est... Ah, tu n'as qu'à le dire. C'est Raoua. Je pense, oui. Alors, ben, voilà, je le dis parce que vous ne voulez pas le dire. C'est Raoua. Alors, si le patron... s'impose de lui-même, mais ça, Raoua ne fait alors, pas... mais s'il sent que... Mais Raoua ne compose pas l'équipe, soyons non, mais c'est pas ça ce que je veux dire, Jamal. Ne me mets pas les mots qui ne sortiront pas de ma bouche. Je veux dire, si le patron de la fédération sent... Ça veut dire que s'il décide d'enlever Gourcuff à un moment donné... Non, même pas ça. S'il sent que Gourcuff n'a plus les moyens de diriger cette équipe et de l'emmener là où il veut, peut-être qu'il va décider de s'en séparer. C'est ce que je dis. C'est clair. Ça, on l'a vu par le passé. Si Raoua sent qu'avec la présence de Gourcuff, l'équipe nationale n'ira pas en Coupe du Monde à Moscou, en Russie,
c'est clair que c'est fini. C'est fini. Mais bien sûr. Il a déjà fait quand. Mais il ne faut pas s'appeler n'importe qui, le commun des mortels aurait enlevé cet entraîneur. Non, mais le commun des mortels n'a pas le pouvoir de l'enlever. Même s'il a un soupçon quelconque qu'avec Gourcuff, l'équipe nationale n'ira pas en Coupe du Monde, Gourcuff ne va pas faire l'enfer en équipe nationale. Eh bien, moi, je vais dire, s'il passe à côté avec la Tanzanie, il part. Lui, ça, c'est une certitude. Arawa attend encore ce match de la Tanzanie pour se faire une idée. Je peux apporter, parce que je sais ce qui se passera un peu dans la fédération. L'employeur, pour ne pas dire Arawa ou la fédération, est serein. Pour lui, il lui reste 6 mois pour prendre n'importe quelle décision. Vous pensez que Arawa n'a pas fait une petite visite en France pour essayer de voir un éventuel... Ça, je n'y crois pas. Il a peut-être sa petite idée, c'est clair, parce que il faut toujours avoir... On dit qu'il y a un petit contact avec Renard, même si Renard ne peut pas le dire alors qu'il est... Et on voit tous les profils en images. Mahdi Haddad, vous montrez l'écran. Ceux qui sont sur les tablettes, on a parlé de Renard, Courbis. On a parlé de Courbis, on a parlé de Belmadi. On a même parlé de Bilsa dans certains journaux. Il n'y a pas que... Maintenant, ça peut venir aussi de Gourcuff. C'est clair que Gourcuff a été en pleine réflexion. Lui, c'est un matheux, on ne va pas lui faire l'injure de croire qu'il va tenir un raisonnement par l'absurde, même si l'absurde fait partie des mathématiques. Il a dû peser le pour et le contre. Et il a une carrière à gérer, il a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Il y a sa famille, il y a son palmarès, sa personnalité, son image, tout ce que vous voulez. Donc il a dû prendre une décision, une semi-décision, je ne sais pas laquelle. Peut-être qu'il va se dire je vais partir juste après le match, quel que soit le résultat. Ou alors je vais voir encore contre la Tanzanie comment ça va se passer. Et je pense que c'est la conclusion auquel est arrivé Arawa et Gourcuff. Donc ils vont tous attendre le match de la Tanzanie pour prendre la décision ensemble. Ils ne vont pas arriver jusqu'à la qualification. Pour rafraîchir un peu le truc, et il faut, lorsque Gourcuff a signé son contrat avec la fédération, il l'a dit, et apparemment c'est inscrit noir sur blanc, qu'à tout moment, je peux partir. Bien sûr. Et il y a un deal. Voilà, il y a un deal entre lui et Arawa, qu'il peut partir à tout moment. Bien sûr, je ne sais pas Avant de donner la parole à Thierman, je me souviens très bien du forum de Raourawa, janvier 2014, avant la Coupe du Monde. Le président voulait que Vaïd parte, et Vaïd n'a pas voulu. Donc cette fois-ci, si ça doit se décanter à Amin Thierman, peut-être que c'est le Breton qui a envie de partir. Un peu les deux, mais pour la question, si Raourawa a déjà commencé à convoiter des entraîneurs, ce scénario, on l'a déjà vu avec Vaïd Alozic, les contacts avec Christian Gourcuff, ils étaient commencés bien avant la Coupe du Monde, quelques mois avant la Coupe du Monde. En janvier. Mais c'était un peu spécial. Le contrat de Vaïd arrivait à échéance après la Coupe du Monde. Oui, mais bon, bien sûr qu'il fallait chose est sûre, maintenant, c'est beaucoup d'entraîneurs français et autres, beaucoup plus étrangers. C'est la politique de la FAF maintenant, ils vont certainement recruter un entraîneur étranger. Beaucoup d'entraîneurs s'intéressent à l'équipe nationale, même ceux qui sont sous contrat avec leur club. Je ne parle pas forcément d'Hervé Renard ou de Roland Courbis, mais ça intéresse tous les entraîneurs, non seulement parce que déjà que ça paye, et puis ils ont envie de jouer une Coupe du Monde, Ils ont envie de jouer une Coupe du Monde, et le challenge de l'équipe d'Algérie, ça fait rêver tous les entraîneurs. Et par rapport à Gourcuff, les déclarations, elles ne sont pas venues comme ça par hasard, ses propres déclarations, même cet article de l'équipe. Maintenant, c'est un média français qui en parle. Pour une fois, c'est bien, au moins, là, il ne va pas dire que c'est les médias algériens qui me font la pression et tout. C'est lui-même qui l'a insinué face à... on a déjà vu... Mais c'est un Algérien qui a signé, papier. C'est un franco-algérien, oui. Non, mais en plus, il n'a fait aucune déclaration à ce quotidien. Non, mais ils peuvent avoir des sources de Rennes. Il n'a fait aucune... Mais ils peuvent avoir des sources de club, par exemple. Il n'a fait aucune déclaration. Le papier n'a rien apporté de nouveau. Rien, absolument. Il a fait juste des recoupements. Il a fait des recoupements à partir de déclarations. Il y a une discussion qui a été entre le président de la fédération et l'entraîneur. C'est clair. S'il passe à côté dans la Tanzanie, il va partir parce que ce serait encore plus grave. Si on perd contre la Tanzanie, c'est Gourcuff qui va démissionner. Oui, mais on ne va pas attendre s'il se qualifie pas pour la Coupe du Monde. Ce serait la catastrophe. Bien sûr. Qui c'est qui part pas après moi, ce qui me... Pour passer au face à vous, moi, ce qui m'a le plus marqué dans la déclaration de Gourcuff, même s'il était énervé, c'est pas sa personnalité, il est plutôt flegmatique, réservé, c'est qu'il a dit « Je découvre un autre pays ».
c'est pas une injure qu'il porte à l'Algérie, mais il s'attendait à un peu plus de peut-être de respect pour son travail, d'attentisme peut-être, de patience. Et là, il a été choqué. Pas accepter tout, Nassar, mais d'être patient avec lui. Et là, il s'est senti bousculé, j'allais dire trahi peut-être, et c'est peut-être là... Parce que tout simplement, il n'a jamais connu ça, c'est tout. Il a mené une carrière dans un club c'est surtout ça. Tranquille, pépère, voilà. C'est surtout ça. Pourquoi on l'emmène alors? Il a senti aussi... Un entraîneur inexpérimenté. Vous n'avez qu'à écouter ses déclarations, il a même parlé de manipulation. On ne peut pas manipuler toute une opinion publique comme ça. Comme ça, c'est vrai. Il doit y avoir des gens qui ont manipulé pour que les gens sifflent cet entraîneur. C'est quoi l'intérêt, Jamal? Dès la 14e minute de jeu. C'est quoi l'intérêt? Dès la 14e minute de jeu. Jamal est pro-Gourcuff, donc... C'est l'équipe nationale, c'est pas les clubs. On ne peut pas commencer à siffler sur l'équipe nationale à partir de la 14e minute de jeu. Voyons. Au cours de match amical. Soyons logiques. J'étais au stade. C'est un peu de la complotite dans votre esprit. Non, c'est pas de la complotite. On manipule pas tout le 5 juillet pas de la complotite. J'étais au stade, j'ai bien vu d'où porter les sifflets et comment ça s'est passé. Amin Tirman est plus là. Voilà. Des noms, non, les noms se reconnaîtront. Dès le départ, avant même la venue de Gourcuff, avant même le départ de Vahid Halilhodžić, le public ne voulait pas de cet entraîneur, c'est-à-dire que le profil n'avait pas séduit et convaincu l'opinion publique. Maintenant, les matchs amicaux, c'est juste un prétexte. Mais après, ça veut dire quoi? Comme l'a dit Lafir, c'est très très intéressant ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'il a craqué. On l'a vu, les images, il était excité, énervé et craqué. Et ça, du coup, cet entraîneur qui a fait pendant toute sa carrière Rennes et Lorient, des petits clubs en France avec lesquels il a joué la montée, il a joué le milieu de tableau, il n'avait aucune pression, il travaillait dans son bureau, on l'appelle le mathématicien, tranquille, il n'y avait pas de pression de la part du public, qui sortait, il faisait son marché dehors très simplement avec les gens. Là, il découvre, nous, on l'avait même mis en garde lorsqu'on l'a sollicité pour l'émission qu'on avait faite juste avant la CAN. La pression du public algérien et des médias algériens, ça fait partie du jeu. En Espagne, c'est pareil. En Italie, c'est ça, une nation de football. Pour terminer, c'est l'entraîneur. C'est un entraîneur qui n'a pas d'expérience internationale. Ça, une. Deux, il est venu, il faut qu'il accepte la pression, il faut qu'il accepte le public, les critiques des médias. Et quand il fait des mauvais résultats, c'est normal. Il faut qu'il encaisse. Ça fait partie de sa vie et de sa carrière. Pour siffler Jamal, pour le siffler, la fédération, l'équipe nationale. Non, mais le public, il siffle. Si au bout de 15 minutes, on connaît le public, ça ne marche pas, il siffle. Mais 5 minutes après, si tu marques, il va t'applaudir. Moi, ça me fait rire. Sa'dan, lorsqu'il a craqué, il a pleuré, on a dit « Ah, il pleure ». Wahad Halilhodžić, quand il a craqué, pourquoi il a craqué? Pourtant, il est très... Maintenant, celui-là, on lui trouve... On trouve des trucs à tout. Oui, mais on ne parle pas de craquer, on ne parle pas de ça. On laisse cet entraîneur comme on a laissé les autres entraîneurs travailler. Et on le jugera sur pied, c'est tout. Alors, messieurs, dernier mot, partira pas. Moi, pour revenir rapide. Je pense que si ça continue comme ça, il finira par craquer et il partira. Donc, même s'il fait un bon résultat. S'il continue à perdre, là, surtout pour les matchs à venir, on va pas partir. Non, on va pas attendre. Ne parlez pas de Tanzanie. Partira. Il finira à son moment. On ne peut pas parler de Tanzanie. Ça va dépendre de la Tanzanie. Moi, j'ai dit, s'il gagne avec la manière, il ne partira pas. Mais c'est normal. Voilà. Tout simplement. Même un match nul pourrait être déterminant par rapport à son avenir. Même le match nul le fera quitter. Exactement. Parce et la façon de jouer. On va terminer, messieurs, avec le face à vous. C'est vous, les chroniqueurs. C'est votre rubrique. C'est la dernière partie de Face Foot ce soir. Le face à vous. Rapidement pour les 10 dernières minutes avec celui qui nous regarde depuis Montpellier, Nazimovic Roja, qui vous salue, qui vous remercie tous pour le petit coucou, notamment celui de Jamel. La semaine dernière, il pose une première question. Elle est pour vous, Nassar. Bouich. Comment ça se fait que vous êtes natif alors c'est perso ça, mais on prend toutes les questions comme elles viennent. Vous êtes natif de Salambier, quartier d'Alger, et que vous n'avez jamais joué à l'UPCS, contrairement au Yahi, Naït Yahya, Kalem, Bentalha, Nouri, etc. Oui, le Madania, Salambier, c'est mon quartier. C'est là où je suis né. Et je pense que l'UPCS, c'était un bon club, une bonne école.
Mais moi, j'avais le CRB qui était là et c'était bon, Salambi, Béco. Voilà, c'était voisin. Alors, j'étais au CRB. Et plus prestigieux, surtout à cette époque. Oui, bien sûr. On avait plus de chances de jouer au plus haut niveau. Alors, on reprend une deuxième question de Nazimovic parce qu'il nous a fait un très beau coucou. Avant la deuxième question, Mehdi Haddad, on va voir le coucou de Nazimovic Roja qui a assisté au match Montpellier-Nantes. Et il nous a fait une petite dédicace. Voilà, c'était le stade. Montpellier a battu Nantes 2-1. Et il nous a fait une petite dédicace, FaceFoot. Alors, il fallait écrire avec le blanc. Non, Nazim, moi je vais lui tirer un petit carton parce que mon Amin Tirman, il est très susceptible. Alors, j'ai eu droit au fluo de Nasser, Riyad, Rafiq, Jamal, Sidah. Nasser, et puis j'ai pas eu Amin, donc prochaine sortie à la Mosson, Nazimovic, il ne faut pas oublier Amin Tirman. Alors, deuxième question de Nazim, c'est comment se fait-il que Rami Ben Sebiani n'était pas dans la liste des présélectionnés? On va revoir la question des présélectionnés, et maintenant, on le retrouve dans la liste des sélectionnés. Messieurs, sommes-nous dans du bricolage? Ça, c'est la question de Nazim. Bon, on l'a dit tout à l'heure. Bon, c'est juste, c'est pas du bricolage. Je pense, disons que c'est de la réflexion pour ne pas être méchant. Bon, Gourcuff a fini par admettre que Ben Sebaini a toute sa place au sein de l'équipe nationale. Ça veut dire qu'il revient sur ses propres décisions. Voilà, tout simplement. On peut se tromper, hein, c'est pas. Un grand entraîneur, il accepte et il revient toujours sur des. Voilà. Alors, question troisième, celle de Mouhtegar, cette fois-ci. Encore pour Nasser Bouich, décidément, ce soir, il y en a que pour lui. Sur le match d'hier, TP Mazembe, Usma, il y avait un problème défensif, surtout sur le second but. Parce qu'il y avait une contre-attaque rapide où deux joueurs sont partis pour marquer. Pour vous, une défense solide, c'est quoi? Une défense solide, sereine et imperméable? Déjà, l'axe central, avec un libéro d'expérience qui fait la couverture quand il y a des espaces où il y a des attaquants qui partent de chaque côté. Et surtout, moi, je pense, la naïveté de dernier, je pense, le défenseur. C'était pas le défenseur, c'était Koudri. C'était Koudri, voilà. Alors, c'est un joueur d'expérience. Juste, il y avait juste une couverture, ils sont partis tous les deux. Mais bon, c'était sur une oui, match. d'accord, mais si tu gardes l'expérience d'un joueur, il ne faut pas se faire avoir de cette façon. C'est ça ce que je dis. Moi, je pense, voilà. C'est mon avis de défenseur, et je dirais que la paire fait l'affaire. J'ai beaucoup aimé Abdellaoui et Chafaï. Exactement. Ça ne vous rappelle pas des paires d'une certaine époque qui avaient de la classe et... Oui, moi je pense que... Et de la complicité surtout, parce que c'est important pour une paire centrale. En génération, il y avait ils sont tous deux jeunes. Le grand Adrir, qui était pour moi le plus grand joueur de sa génération. Adrir qui était techniquement, surtout son placement, son intelligence dans le jeu. Moi, quand je vois ceux qui ont vu Laurent Blanc jouer, c'était Laurent Blanc. Voilà. Dans le placement, dans tout. Il y avait d'autres libéraux, dans Hadfi, dans Sitouni, Jamal Keddo. Mohamed Keddis, Zannir, Iboud, pas mal. Mais dans ma génération, le plus grand, c'était Adrir. Et ceux qui disent le contraire, soit ils ne connaissent pas le football, soit il y a une jalousie qui s'installe sur des générations. Il faut respecter toutes les générations, des années 50, 60. Non, à certains, lui ne le dira pas. À certains qui, des fois... Il y a Mounir Zerdoud qui a fait... Oui, bien sûr. Moi, je parle de ma génération et les générations des années 50, 60 jusqu'à 2000, 2010, 2015. Et il y a d'autres, aujourd'hui aussi, de très très bons joueurs. Il faut respecter toutes les générations. On va continuer avec une autre question, celle de Hamza Bouzraïb. Elle est un peu bizarre cette question, mais je la pose quand même. Alors, bonsoir. Les grandes nations du foot disent on n'a pas de pétrole, mais on a des footballeurs. Où on est cette expression? Je pense qu'on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Les idées font les bons footballeurs. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Nous, on a du pétrole, mais on n'a pas de footballeurs, ou on n'a plus de footballeurs? L'Algérie est une terre de footballeurs. Même si on a du pétrole qui vaut un peu moins cher qu'il y a quelques mois. Que si la politique sportive a été menée intelligemment depuis le début de l'indépendance, l'Algérie a toujours accouché de grands joueurs, de talents. Exceptionnels, même, je dirais. Disons qu'on a perdu un peu le moule. Voilà, on a trop perdu, justement.
Il y a plus de... J'aime bien cette expression. C'est vrai qu'on a perdu le moule. Mais bien sûr, parce que c'est clair. On trouvait les jouets dans les quartiers à l'époque. Beaucoup. Il y a un problème qu'il faut trouver où ce qui se situe. Mais une nation qui te donne des Makhloufé, des Madjer, des Belloumé, des Fergani, des Tasfaout, des Brahimi, des Bouchard, des Fenoun, etc. Des Boubkeur. C'est quand même pas un hasard. C'est pas Samata de la Tanzanie qu'on connaît que lui. C'est pour ne pas diminuer, c'est pas pour diminuer de ce petit pays de football, mais l'Algérie est un grand pays de football. On va avancer sur les questions. Illustration, c'est lorsque l'équipe du FLN qui des joueurs qui évoluent en France et qui étaient au nombre entre l'équipe du FLN et l'équipe de l'ALN. Non, mais je peux pas dire ça. On parle trop du FLN. Les joueurs qui ont formé le FLN. Je parle de l'équipe du FLN. Étaient les meilleurs joueurs du championnat de France et qui étaient convoités par les grandes nations, notamment l'équipe de France. Et c'était des joueurs qui étaient convoités par le Real, je pense à Feu, Zetouni. Zetouni avait refusé d'être sélectionné. Voilà, c'était de grands joueurs à l'époque, même si pour certains qui aujourd'hui ne connaissent que le 5 juillet des années 90-95 et les Belaïli ne savent pas qu'à l'époque il y avait de très grands joueurs et aussi un certain... qui jouaient avec des chaussures qui faisaient 3 fois plus que vous. Alors, à l'époque, il planait autrement. Il planait autrement. Vous avez oublié... il nous faisait planer. Il nous faisait planer. Vous avez oublié quelqu'un, et un certain Thierman qui était... Alors, Cogito Ergo Sum, je soupçonne qu'il était un de vos confrères à la PS. Jamal qui dit, pour la fin du rêve de l'USMA, il ne faut pas oublier que ce club a quand même parcouru 99% du chemin, on l'a dit tout à l'heure. Il a osé rêver. Et là, je reprends l'analyse de notre capello national, c'est-à-dire Nordin Saadi, c'était hier dans l'émission, qui a tenu à rappeler à qui a oublié que l'USMA a quand même atteint la finale, ce n'est pas rien. Alors arrêtons de faire le procès de la direction, du staff technique et des joueurs. On ne l'a pas fait ce soir, pas du tout. Ce n'est qu'une partie remise. Prenez en exemple le Mouloudia d'Alger, le club que je n'ai plus envie, voire j'ai honte de suivre. Ça prouve qu'il est un peu mouloudien. Mais je pense que quand on est mouloudien, on a le droit d'être triste quand son équipe ne nous fait plus rêver, Jamal. C'est pas seulement l'équipe qui ne fait pas rêver, c'est le club qui n'est pas structuré. C'est ça la différence. L'USMA, elle a actuellement un club structuré. L'équipe peut être composée et avoir des titres pour se projeter vers l'avenir. Parce qu'elle a mis en place un club, elle est en train de structurer son club. Chose qui n'est pas faite au niveau des autres clubs, dans le Mouloudia. Dont parle Cogito Ergo Sum. C'est 2 grands clubs. Attendez, vous parlez du Mouloudia, parce qu'il va peut-être m'en vouloir, parce qu'il y a nos internautes qui nous a posé une question sur la GSK et qui disait « J'avais pas encore envie de rabâcher sur est-ce qu'il faut changer le staff technique, le staff dirigeant de la GSK. » Mais la GSK aussi, c'est un des maux de notre football. Parce que quand je vois l'équipe nationale qui marche pas, quand je vois le Mouloudia d'Alger qui fonctionne pas, quand je vois la GSK qui fonctionne pas, je me dis c'est notre football qui est malade. Parce que si nos grands clubs ne sont pas au haut de l'affiche parce qu'on avait des tableaux qu'on n'a pas montrés sur les plus grands de l'Afrique. Peut-être qu'on va les voir dans le palmarès des clubs. Il y a l'Égypte, le Congo, le Maroc, l'Algérie arrive en 4e. Il n'y a pas de grand club en Algérie. Alors, il y a l'Ahli en première position, il y a le Zamalek, il y a le TP Mazembe, il y a l'Espérance de Tunis. Si ces grands clubs ne marchent pas, c'est aussi parce que les clubs formateurs ne font plus. Ne forment plus. Parce que bon, même et on voit ce tableau, voilà, on voit le tableau. Même quand ces grands clubs carburaient au haut du tableau, c'était pas uniquement avec les joueurs qu'ils formaient. Voilà, première équipe algérienne, c'est Sétif, 9e position. Après, il y a Niemba, le Nigérian, et puis la GSK est 11e dans le classement. Et le Mouloudia d'Alger est 22e. Dans ce classement. Ça, c'est le classement de la Champions League. Hein, oui, par club. De la Champions League, pas tous les trophées africains. Non, pas tous les trophées. Pas tous les trophées, mais la plus prestigieuse des compétitions. Ça veut dire le meilleur. Il est préférable de parler du palmarès par nation. C'est mieux. On va voir par nation. Alors, par nation, on a l'Égypte. 4e. L'Égypte avec 14 victoires, 5 finales perdues. Il y a le Ahli, le Zamalek et l'Ismaili qui dominent. Il y a la RDC avec 6 victoires et 6 matchs perdus. Il y a les 2 clubs qui dominent, c'est le TP et le Vita. Il y a le Maroc avec 5 victoires et 2 finales perdues. Raja, Wydad et les Phares
qui ont dominé à une certaine époque. L'Algérie et le Cameroun sont 4e avec 5 victoires et 1 défaite chacune. Et les clubs algériens, la JSK 2 fois, l'Entente 2 fois, le Mouloudia 1 fois. Et pour le Cameroun, il y a le Canon de Yaoundé, que vous connaissez bien. Ouais. Et puis l'Union et Orir également. Des clubs qui ont disparu aussi. Des clubs qui ont disparu parce que le Cameroun aussi, c'est un grand d'Afrique qui recule. Oui, mais maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de championnat au Cameroun. Voilà, tous les meilleurs joueurs partent. Ce qui est loin d'être le cas de l'équipe du TP Mazembe, qui est une véritable sélection africaine. Voilà. Ils ont les moyens. On va terminer parce qu'il va m'en vouloir. Alors, Amino Terzi, rapidement, Amin Thierman, qui dit l'USMA a-t-elle les moyens? Et ça, c'est une question que je voulais, où je voulais une réponse. L'USMA a-t-elle les moyens de revenir plus fort dans notre championnat après avoir raté la Ligue des Champions? Décompression, revenir sur terre et vraiment reprendre le championnat en main. Est-ce que l'USMA, maintenant, elle a besoin? Tu parlais de psychologie. Est-ce qu'il faut un travail psychologique pour remotiver les joueurs en championnat? Est-ce que mentalement, ils peuvent revenir? Ça va être difficile, mais comme c'est des joueurs professionnels, il faut qu'ils rentrent tout de suite dans le bain. Et bien sûr, il faut qu'un travail psychologique et rentrer tout de suite dans le bain du championnat. La première réponse? Moi, je pense que déjà, la première des choses à signaler, c'est le public de l'USMA qui est venu réceptionner les joueurs à l'aéroport. Donc déjà, c'est un premier acquis pour les joueurs et qui vont tout de suite se remettre dans le bain du championnat. Les supporters disaient, on est en finale, c'est déjà un gros exploit qu'on a réussi. Maintenant, on veut la coupe et on joue le championnat. Donc, de suite, ils vont se remettre dans le bain. Sétif a gagné la Champions League et elle est allée au bout du championnat. Première réponse, match de retard contre le Saoura. Voilà. Alors, dernière question, celle de Trombadji, parce qu'il va m'en vouloir. Madi Haddad, je suis obligé. Elle est pour Nasser Bouiche. Moi, je n'ai pas compris cette question. Je ne sais pas si vous allez la comprendre. Nasser Bouiche, on va comprendre. Alors, que représente pour vous le NIAD et les galeries? Le NIAD, c'est un bon souvenir. C'était ma première licence. C'était, je crois, en minime première année. Quelle année? Je ne me rappelle pas quelle année. On ne va pas dire votre âge. Il a 24 ans, 23 ans. Et l'entraîneur, c'était Bakou. Jamel doit connaître Bakou. L'ex-joueur du RC Kouba. Voilà, c'était des bons souvenirs. Même les joueurs, à cette époque, je les rencontre de temps en temps, quelques-uns. Ça fait toujours plaisir, même au stade de L'Uniad avait une sacrée équipe de basket. Oui. Alors, il a encore de la force, je ne sais pas comment, il me hurle à l'oreille, Mehdi Haddad, je crois qu'il a dormi pendant 10 heures pendant le vol, il a de la force. C'est le temps du journal de Hicham Soussaoui, le dernier journal du soir. Toutes les infos, tout ce que vous avez raté toute la journée, vous le saurez dans le journal. Merci de votre fidélité. Merci messieurs, merci Amine de ta gentillesse d'avoir été là après tout ce voyage et puis la couverture de cette finale de la Champions League. Merci Jamel, merci Lafer. Merci Sidah, merci Nasser. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de foot sur Dzer, FaceFoot, tous les lundis, 21h15, 21h20. Allez, faites vos jeux, ça dépend. Ça dépend de Samir Agoun. Salut, à la semaine prochaine.